Musée Canal, chantier du futur métro, les grands projets bruxellois sont-ils menacés par le manque d'argent? La Cour des comptes s'est abstenue sur le dernier budget régional et elle s'inquiète de notre dette. Faut-il nous aussi nous inquiéter? La région a-t-elle les moyens de se redresser? Quel impact pour notre feuille d'impôt? Eh bien, on va débattre de gros sous. Bienvenue sur le plateau de Versus. La question est éminemment politique. J'accueille donc 4 mandataires publics. Sven Gatz, bonjour. Vous êtes membre de l'Open VLD, ministre bruxellois des Finances. À vos côtés, un de vos partenaires socialistes, lui, Marc-Jean Geysels. Bonjour. Bonjour, vous êtes député au Parlement bruxellois. De chef de groupe de l'opposition, Françoise De Smet, bonjour. Bonjour. Pour le PTB et David Leister pour Bonjour. le MR. Merci à tous les 4. Sven Gatz, la Cour des comptes s'inquiète. C'est la 3e fois qu'elle ne donne pas d'avis circonstancié sur le budget régional. Quelle est aujourd'hui la dette bruxelloise et est-ce qu'elle est encore sous contrôle, soutenable, comme on dit dans le jargon? Ouais, les finances publiques sont partout sous pression. Hein. Ça reste bien le cas, que ce soit en Wallonie, même en Flandre ou au fédéral et à Bruxelles. Et c'est pour ça qu'il faut passer, et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas avec le dernier conclave budgétaire, à une approche plus stricte. La dette reste soutenable, mais nous avons quand même établi un plafond de dette cette fois-ci auquel on devra se tenir, c'est-à-dire on arrête l'accroissement de la dette et on fera, surtout sur nos propres services, aussi des économies quand même importantes, comme signal qu'on va au tournant et que la prochaine législature sera encore compliquée, pas uniquement pour les régions bruxelloises, pour remettre plus de l'ordre. Hein. C'est sous combien la dette de la région aujourd'hui? Elle est autour de 10 milliards. Donc c'est beaucoup parce que ça veut dire que avec nos revenus de 6 milliards et demi, ça veut dire que bien que notre produit intérieur brut est très grand comme région Bruxelles-Capitale, 90 milliards, nous sommes toujours quand même une métropole économique importante, la dette vis-à-vis de nos propres revenus est trop haute pour le moment. On l'a voulu faire avec les investissements stratégiques pour la mobilité, hein, le métro, mais aussi les bus électriques et tout ça. Donc il y avait une partie de la dette qui a été choisie avec les taux d'intérêt bas au début de cette législature, donc pas encore très, très longtemps. Mais avec toutes les crises supplémentaires, Covid, énergie, Ukraine, ça devient trop compliqué. Mais c'est pour la dette est sous contrôle aujourd'hui ou bien il y a lieu de vraiment s'inquiéter? La dette est sous contrôle, mais ce gouvernement et le gouvernement prochain devront encore faire des efforts supplémentaires. Marc-Jean Geysels, le partenaire socialiste, comment il sent par rapport à cette dette qui est là et qui va... le ministre des Finances est quand même assez clair. Il dit la législature prochaine aussi, il faudra faire des efforts, ce sera délicat. C'est possible de mener une politique de gauche quand les dettes sont à ce point? On se souvient d'un ministre-président wallon qui parlait d'un beau déficit parce que voilà, il dit ça nous permet de faire des choses. Mais est-ce que ce sera possible la législature prochaine? C'est évidemment difficile quand on est dans une situation comme aujourd'hui, qui n'est pas une situation propre à la région bruxelloise, qui encaisse évidemment les crises internationales, qui encaisse le Covid, qui encaisse la hausse des taux d'intérêt, qui encaisse la stagnation ou le ralentissement du marché immobilier. Je crois qu'il y a une perte de recettes de l'ordre de 250 millions. En droit d'enregistrement, dans les prévisions, donc c'est quand même très difficile. Malgré ça, on a pu donner notre touche et on s'est battu sur des points importants qui sont les matières comme le logement, avec une augmentation très nette du nombre de logements sociaux construits. On peut voir les chiffres, on reviendra peut-être plus tard, avec 10 000 ménages qui vont bénéficier de l'allocation de loyer, avec presque la gratuité de la STIP. Et on a vraiment les moyens de tout ça, parce qu'on entend que la dette explose. Le ministre l'a dit, c'est sous contrôle, il y a eu des choix, c'est extrêmement difficile quand on est 6 autour d'une table et que chacun a dans son programme des points auxquels il est particulièrement attaché. Nous, on s'est vraiment battu sur l'abonnement à 1 euro par mois pour les moins de 25 ans et les plus de 65. Alors, on a été critiqué, notamment chez certains de l'opposition, il fallait la gratuité. Bien sûr qu'il fallait la gratuité, mais à un moment, on a la politique du possible avec les moyens qu'on a. Et donc, on s'est battu sur des choses essentielles qui améliorent le bien-être des gens, mais on a aussi 5 autres partenaires qui ne sont pas toujours d'accord avec nous. Et donc, ça, c'est les accords de majorité et la vie politique
dans un gouvernement à 6 partis. Alors, je voudrais entendre l'opposition là-dessus. Françoise de Smet, vous trouvez qu'on a les moyens d'aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui à Bruxelles? On pourrait faire plus que ce que le gouvernement propose en termes de politique novatrice? On a besoin d'aller plus loin dans les investissements pour répondre aux besoins sociaux des ménages bruxellois, parce qu'on est toujours dans une région avec beaucoup d'inégalités. Et donc le choix qui est fait aujourd'hui par le gouvernement bruxellois, mais qui est fait de manière générale aussi, c'est de choisir l'austérité pour rendre cette dette soutenable, ou bien d'augmenter les prix de différents tarifs à Bruxelles, donc que ce soit la STIB, que ce soit le tarif de l'eau, que ce soit le précompte immobilier qui augmente, etc. Donc ils sont dans une logique, on va appliquer l'austérité et on va en fait aggraver la situation des ménages bruxellois en augmentant toute une série de choses pour les ménages. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit sortir de cette logique d'austérité et on doit faire une rupture avec les politiques qui ont été menées depuis des dizaines d'années. Et donc, légal étant ce qu'il est, quel moyen, quel outil le PTB utiliserait pour augmenter les recettes de la région? Rupture avec les politiques qui sont menées, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on a déjà des leviers au niveau bruxellois où on pourrait fonctionner de manière différente. Donc on a toujours plaidé, par exemple, pour financer la gratuité de la STIB, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une taxe transport sur les grandes entreprises. Ça existe en France. On pourrait s'inspirer de ça pour trouver de l'argent pour financer la gratuité de la STIB. On a toujours plaidé pour un encadrement des loyers. C'est une manière qui ne coûte rien à la région, en fait, et qui donne de l'oxygène aux ménages. Mais tous ces choix-là ne sont pas faits. Et puis on ne peut pas non plus faire l'économie d'avoir le débat, d'aller chercher de l'argent au niveau fédéral. Donc Bruxelles n'est pas capable à elle seule de pouvoir financer tous ses besoins sociaux. Et donc là, on plaide évidemment depuis longtemps aussi d'avoir une taxe sur les multimillionnaires au niveau fédéral pour faire grossir le gâteau des recettes et avoir une meilleure redistribution des richesses aussi au niveau. Alors, oui, mais la différence, M. Gatt, c'est qu'au lieu de taxer les ménages, on va chercher l'argent chez les épaules les plus fortes, c'est-à-dire les grosses fortunes en Belgique. Sont taxés, les individus sont taxés, mais c'est les entreprises payent parfois moins d'impôts que les travailleurs, M. Gatt. Les entreprises risquent de fuir, même encore plus qu'aujourd'hui, la région. Donc je ne pense pas que c'est une solution, c'est une soi-disant solution. Mais moi, je travaille dans un budget réel. Vous allez chercher dans la poche des travailleurs. David Leyster, vous êtes dans l'opposition, libérale, comme le ministre, lui, qui est dans la majorité. Quel est le levier que vous proposez d'utiliser pour renflouer les caisses de la région? Si je peux me permettre, je vais répondre à votre question, mais il y a quand même déjà deux préalables. Mais parce que tout le monde a pu répondre avant, deux préalables. Le premier, c'est que vous avez depuis plusieurs années, qu'on le veuille ou non, une croissance économique qui est inférieure à Bruxelles par rapport aux autres régions. Alors vous allez me dire, Bruxelles encaisse des crises, je l'ai entendu à gauche à droite, Bruxelles c'est aussi la capitale de l'Europe. Et donc, à chaque fois comparé avec les autres régions, que ce soit en Belgique ou dans le monde, moi je veux bien, mais je trouve que justement, parce qu'on est capitale de l'Europe, parce qu'on est capitale de la Belgique, on doit montrer l'exemple. On devrait précisément être les meilleurs en la matière. Deuxième élément, c'est que, on le voit dans les chiffres, à partir plus ou moins de 2017, donc ça engage l'autre gouvernement, il y a eu une explosion des dépenses, plus 44% des dépenses, avec seulement plus 10% de recettes. Et donc, à un moment donné, c'est mathématique. Si vous dépensez plus que ce que vous recevez, vous créez un déficit, donc vous créez une dette. Alors des fois, c'est utile. Il y a des investissements stratégiques qui sont nécessaires, qui auraient déjà dû être faits depuis très longtemps. En matière de mobilité, ils se sont réveillés maintenant, ils sont faits depuis longtemps. Mais en attendant, on est en train, il faut le dire, de créer une facture assez importante, qui, c'est vrai, parvient, ou en tout cas vous êtes parvenu à le maintenir jusqu'à présent sur ce gouvernement-ci, donc bravo pour ça, mais soyons lucides, d'ici quelques mois ou quelques années, ça va être impossible, et il va donc falloir prendre des mesures qui risquent de ne pas être populaires du tout. Et donc vous dites, les mesures impopulaires, c'est quoi? C'est trouver de nouvelles recettes ou vous taillerez dans les dépenses, si vous êtes aux affaires, vous les libéraux francophones? Il y a deux choses à faire principales, maintenant elles sont multiples. La première, c'est qu'à Bruxelles, il faut non seulement garder la classe moyenne qui s'en va depuis maintenant trop longtemps, chaque année, en masse, mais deux, il faut aussi et surtout créer de la classe moyenne à Bruxelles. On est une des régions d'Europe qui a un des taux de précarité les plus élevés d'Europe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, oui, je suis désolé, il y a en fait eu beaucoup trop de dépenses à Bruxelles, un peu tous azimuts. Je pense que certains se sont fait plaisir, tant mieux si ça marche politiquement, mais dans les faits, ce sont nos enfants qui devront payer cette facture. Quelles dépenses n'auraient pas dû être faites à Bruxelles? Vous avez ça, une multitude d'EIP qui ont été construites. Est-ce que pour autant, par exemple, la dotation plus à augmenter, par exemple, pour Bruxelles Propreté fait que vous avez des rues qui sont plus propres?
Est-ce que les multiples OIP en matière de délivrance de permis font qu'à Bruxelles, vous avez des permis plus rapides, donc vous pouvez créer plus rapidement du logement, qu'il soit social ou moyen? Je peux encore aller longtemps comme ça. Donc on peut quand même se poser la question de l'efficience des dépenses qui ont pu être accusées ces dernières années par le gouvernement bruxellois. La Libre Belgique de ce mercredi nous apprend qu'un gros projet régional, le musée Canal, voit sa dotation qui, on va dire, de un peu plus de 50 millions d'euros par an, réduite de 2,5 millions. On a vu trop grand pour ce projet-là, Sven Gatz. C'est normal qu'il fasse un effort comme n'importe quel projet bruxellois. C'est-à-dire, on pourra toujours continuer à investir, mais il faudra ralentir certains investissements où ils seront plus petits. Ça sera le choix politique du prochain gouvernement. Donc on pourra encore faire du logement, aussi du logement social, on pourra encore investir. Mais sur le musée Canal. Le projet Canal, je pense qu'on est presque à l'arrivée. Et donc maintenant, Canal a fait l'effort budgétaire comme tout le monde le fait, comme toute organisation le fait. Et donc je pense que là aussi, certains investissements, c'est comme le Belgian Beer World à la bourse, ont une certaine attraction aussi pour des touristes. Et donc, il faut avoir aussi des gens qui viennent à Bruxelles pour voir des choses. Et je pense que là, le choix a été fait. Il faut assumer certains choix. On n'est pas dans un stop and go pour certains projets qui dépassent certaines législatures. Si maintenant, on disait, on pourrait le faire, stop à Canal, on va nous critiquer dans un an avec un chancre près du canal qui n'aboutit pas. Donc il faut le faire, mais Canal fera les efforts comme toutes les organisations. Un autre dossier qui revient souvent et dont on parle sur BXR, on évoquait la mobilité, les investissements stratégiques, c'est le métro. Marc-Jean Geisels, on a les moyens de financer le métro dans les années à venir. Ça, c'est un dossier qui ne sera pas bouclé sous cette législature, on peut le dire. C'est un financement à vraiment très long terme. C'est vrai qu'à un moment, les taux d'intérêt étaient vraiment très bon marché et là, il fallait certainement s'endetter plus. Aujourd'hui, il y a la difficulté de la hausse des taux d'intérêt, mais c'est clair qu'un métro, ça s'amortit sur 50 ou 60 ans. Donc, évidemment qu'il faut le faire. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas d'autre capacité, vu le nombre, comme David Leisters le rappelait, mais là, je vais rejoindre le PTB. Le statut international de Bruxelles fait que l'État fédéral devrait financer plus Bruxelles. Et que quand on a un PIB bruxellois à hauteur de 19% du PIB national, vous dites 90 ou 100 millions, c'est clair que le retour du national n'est pas suffisant. Et là, ça, par exemple, au MR, on n'entend pas du tout. Mais le MR adore désinvestir, y compris pour sa capitale. Et donc ça, c'est le problème réel. Donc, si on a quand même un point d'entente avec le PTB, on va peut-être un jour arriver à faire quelque chose ensemble. Évidemment, c'est plus facile de rester sur les bancs de l'opposition et de donner des conseils, mais jamais se mouiller et mettre les mains dans le cambouis. Mais voilà, nous, on a pris la décision de participer et de se battre pour les gens qu'on doit protéger. Que peut faire le fédéral pour Bruxelles? Brièvement, parce qu'ici, on parle entre Bruxellois, mais que peut faire le fédéral pour Bruxelles? Le fédéral a déjà refinancé Bruxelles 3 fois. Donc, à un moment donné... Non, mais c'est ça. Mettez-vous... Vous êtes monsieur fédéral. Vous financez 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois... On peut quand même dire, ouais, mais ok, moi je veux bien refaire une 4e fois, mais il faut m'expliquer que vous avez fait de l'argent avant. Non, parce que vous m'expliquez que vous avez fait de l'argent avant. C'est une bonne gestion classique. Donc moi, j'entends en effet, Bruxelles occupe une place internationale et donc a besoin de financement supplémentaire. Ça s'appelle Belliris, ça s'appelle la dotation NAFTER, ça s'appelle la dotation sécurité, ça s'appelle la dotation mobilité. Tout ça, Bruxelles l'a déjà fait. Donc moi, à la place, la fédérale l'a déjà fait. Donc à la place, mais oui, mais à l'époque, vous étiez content quand vous l'avez négocié. Et d'ailleurs, ça fonctionnait très bien jusque 2017. Et puis à partir de 2017, là, comme par hasard, 1 ou 2 ans les élections, bop, il y a tout qui explose. Et puis là, maintenant, vous ne savez plus gérer. Donc moi, je suis d'accord, le fédéral doit peut-être revoir certains partis. Donc je ne dis pas qu'il faut fermer la porte au fédéral. Je dis juste, on va quand même aussi voir ce qu'ils ont fait de l'argent jusqu'à présent. Et là, en effet, je crois qu'il y a eu, à un moment donné, où certains se sont fait plaisir. Et on sait qu'un dossier qui a été sur la table, et c'était d'ailleurs le premier débat qu'on a eu à Versus, c'était la taxe au kilomètre Smart Move. Sven Gatz, vous y croyez toujours, ou bien c'est un drapeau qu'on peut agiter pour faire bouger nos compatriotes wallons et flamands? Un drapeau, je pense que la plupart d'entre nous autour de cette table seraient d'accord de dire si on a l'introduction de cette taxe kilométrique intelligente sur tout le pays belge, on pourrait avancer. Mais bon, il faut... Je suis pas sûr que le PTB soit d'accord avec cette taxe. J'ai dit presque tous. Mais je pense qu'il faut quand même aussi
mettre une pression sur nous-mêmes pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir moins d'embouteillages à Bruxelles. Et donc, c'est aussi mieux pour l'économie, tout le monde le sait, pour pouvoir avancer dans cette direction. Bon, j'entends que les uns et les autres disent c'est pas assez social. Il y a un élément social dans cette approche Smart Move. D'autres disent on va attendre que tout le monde soit d'accord dans ce beau royaume. Ce n'est pas une bonne tactique politique, à mon avis. Et donc, oui, je pense qu'il faut le remettre sur table, mais ce sera avec ceux qui seront autour de la table la fois prochaine. Est-ce que j'y serai? J'en sais rien. L'électeur en décidera quand même, au moins partiellement. Et puis, on verra. Mais je pense qu'on ne peut pas se leurrer. Aujourd'hui, on a une grève nationale, donc il y a moins de gens qui viennent travailler. Il y a le télétravail et pourtant, il y a beaucoup d'embouteillages. Et donc, il faut remettre cette discussion sur table. Il y a peut-être plusieurs solutions pour les uns et les autres, mais on ne peut pas continuer comme ça. On est toujours dans le top 10, parfois dans le top 5 des villes les plus embouteillées d'Europe et même du monde. Parce que Françoise Desmet voulait réagir sur Smart Move. Oui. Pour le parti national qu'est le PTB, c'est une fausse bonne idée que Bruxelles ait son propre... Mais c'est quand même lié au fait qu'on est une région avec la taxe kilométrique, rares leviers fiscaux qu'on devrait pouvoir avoir. La taxe kilométrique en soi est une très mauvaise idée. Donc elle va à nouveau toucher les travailleurs, tous les gens qui ont besoin pour le moment d'avoir leur voiture pour venir travailler. Ils payeront plus la taxe fixe. C'est un tax shift également. Écoutez, Monsieur Gatz, vous avez prévu d'abord au départ 500 millions supplémentaires, maintenant ça tourne autour des 300 millions supplémentaires. Donc cette taxe, elle est faite pour rapporter de l'argent. Alors ne venez pas dire que les gens vont payer moins pour rouler en voiture, puisque vous avez comme objectif que ça rapporte de l'argent dans les caisses de la région. Non, donc il faut arrêter, il faut être honnête avec les citoyens, même les Bruxellois vont payer plus cher pour rouler avec leur voiture. Comment est-ce qu'on va résoudre la question de la mobilité? C'est pas en taxant plus les gens, c'est pas en plus en utilisant une application où chacun va devoir rentrer tous les trajets qu'il va faire en voiture, où il va y avoir des surveillances avec des caméras, etc. On n'est pas du tout pour un modèle de société comme celui-là. Donc j'espère que les gens se rendent bien compte vers où vous voulez aller, Monsieur Gatz, parce que ça va être ça, de la surveillance de chacun des trajets en voiture. Et en plus, ils vont payer plus cher. On n'est pas du tout pour ce système. Comment est-ce qu'on va résoudre la question de la mobilité à Bruxelles? Et là, je rejoins sur l'aspect du financement des transports en commun. Pour nous, c'est vraiment la colonne vertébrale essentielle. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir pousser les gens petit à petit à ne plus utiliser leur voiture et à utiliser les transports en commun. On voit qu'autour aussi de Bruxelles, on a besoin de beaucoup plus de transports en commun. Mais de nouveau, que ce soit le métro. Et d'abord, le premier point sur la question du métro, c'est d'abord qu'on arrête de laisser le consortium privé faire tout ce qu'il veut. Parce qu'on voit que c'est aussi parce que les politiques menées par les gouvernements bruxellois successifs de laisser le tapis rouge à ces consortiums privés, ces barons du béton, comme on les appelle, fait que ça dérape au niveau des finances. Et donc, il faut beaucoup plus de contrôle à ce niveau-là, c'est une chose. Mais la deuxième, c'est que ce soit le métro, mais même si on veut développer beaucoup plus massivement le tram, le bus, avoir des lignes qui partent peut-être vers l'extérieur aussi de Bruxelles pour les nafteurs, on va avoir besoin d'aller chercher de l'argent quelque part. Et de nouveau, là, j'en reviens avec l'aspect que le fédéral doit jouer le rôle là-dedans aussi. Marc-Jean Guessens, il faut que le fédéral finance plus le métro. Vous reconnaissez que ce budget s'envole et qu'aujourd'hui, honnêtement, on ne sait pas combien ça va nous coûter, si ce n'est que ce sera beaucoup plus cher que ce qui a été annoncé, trop pour les finances propres de la région. Tout à fait. Et je rappellerai aussi qu'on a dit aussi la Smart Move qui fait payer plus les automobilistes bruxellois et notamment les gens qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au travail, c'est non aussi pour le Parti socialiste très clairement. Donc je crois que c'était aussi important de le souligner. Mais bien sûr, alors j'entends évidemment cette consortium privé, mais aujourd'hui on n'a pas encore les moyens, à ma connaissance, de faire les travaux du métro avec l'administration bruxelloise. Donc il faut inévitablement faire appel au privé, et c'est vrai qu'il faut un contrôle certainement supérieur. On a aussi été en concurrence avec l'importance des travaux aujourd'hui à la ville de Paris pour le développement des Jeux Olympiques, qui a fait qu'on a eu peut-être un marché qu'on a payé assez cher au niveau du travail. On a perdu des ouvriers qui étaient partis travailler sur... Oui, tout à fait. On a fait sujet sur BXA. Oui, je vous suis, mais c'est parce que je veux avancer dans le débat. Et il y a le maire qui piaffe de répondre sur le métro. Brièvement, David Leister. Alors, je pense que le financement de grands projets structurants tels que le métro, mais il n'y a pas que ça. On voit qu'il y a les tunnels, on sait qu'il y a les égouts, on sait qu'il y a toute une série d'éléments à Bruxelles qui vont avoir besoin d'investissements stratégiques lourds et donc chers. Des dossiers cachés, entre guillemets? Non, ils sont connus. On sait bien que dans les prochains mois, prochaines années, on va devoir faire face à des sujets qui sont très lourds, très durs et qui coûtent très cher. Du côté de la majorité, on opine du bonheur. Donc vous connaissez qu'on a des futures factures qui arrivent. On sait ça, et je veux dire, on sait ça. On sait que ça va être difficile. Ça, c'est un. Et donc, nous, on pense qu'en effet, et ben, tant mieux, on n'est pas d'accord avec le PTB, donc c'est qu'on est sur la bonne voie. Nous, on pense qu'en effet, c'est justement en
tendant la main au secteur privé qu'on arrivera en partie à financer toute une série de projets tels que celui-là. C'est ce qui a été fait dans des tas d'autres grandes villes en Europe, entre nous, d'une manière ou d'une autre. Alors, des partenariats publics-privés. Mais exactement, soit carrément vous donner mot d'ordre à un secteur privé de le construire et puis c'est le secteur public qui passe derrière. Peu importe. Vous savez, à Gand, par exemple, je passerai là, mais à Gand, ils ont créé une branche supplémentaire autour du ring. Je ne dis pas c'est ce qu'on va faire à Bruxelles, je dis juste que c'est ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont jugé que c'était nécessaire. Qui l'a financé? C'est un acteur privé, avec derrière la ville qui paye une espèce de loyer et qui récupère ce ring-là après X années. Mais à un moment donné, ça grève quand même nettement moins les finances publiques parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à demander aux Bruxelloises et aux Bruxellois de tout payer. C'est pas tenable. Okay. Donc il faut qu'on trouve. Et dernier point, j'ai été à Paris, parce qu'il y a encore une question sur les allocations familiales. Mais je veux quand même le dire parce qu'on doit multiplier, donc je crois qu'il faut y réfléchir, multiplier les sources de financement. Moi, j'ai été à Paris il y a 2 semaines, voir la Société du Grand Paris pour voir comment ils ont financé leur Grand Paris, parce que honnêtement, c'est quand même aussi un énorme projet. Je suis désolé, mais il y a de l'argent public, c'est vrai. 2, des acteurs privés. 3, ils ont fait une sorte de bon d'État, où vous avez des acteurs dans le monde entier qui ont mis de l'argent pour aider à financer le transport public. Impressionnant, structurant à Paris. Je pense qu'on doit réfléchir à ce type de modalité. On vous fera tous revenir pour parler du métro, parce que je vois vraiment que ça intéresse tout le monde. Ça coûte pas moins cher. Les techniques d'imputation budgétaire sont différentes. Mais en final, vous payez peut-être encore plus cher l'ouvrage définitif, puisque vous avez un espèce de leasing sur immobilier. Donc, je voudrais parler des allocations familiales, parce que c'est quand même une nouveauté, une information de la semaine dernière. On a appris, s'il vous plaît, on a appris la semaine dernière que les... s'il vous plaît, non, c'est moi qui pose, Monsieur Lester, c'est moi qui pose les questions. Vous y répondrez. Vous, messieurs, je dis messieurs parce que madame est sage. Je pose des questions, vous y répondez. La semaine dernière, on a appris que les suppléments d'allocation familiale, donc cet argent qu'on reçoit dans les familles quand on a des enfants, seront attribués après une analyse du revenu cadastral. Ça veut dire, pour faire simple, que ceux qui sont propriétaires de leur habitation, peut-être auront moins d'allocation familiale. J'ai bien compris le système. Oui, en quoi c'est... Bien sûr, il y a un seuil de précompte immobilier, donc ce ne sont pas les gens avec beaucoup d'enfants dans des petits appartements qui ne vont plus avoir une allocation sociale supplémentaire, une allocation familiale supplémentaire. C'est ceux qui payent 5 000 € de revenu cadastral cumulé. Je pense, et le gouvernement pense, c'est d'ailleurs une décision du gouvernement, on a un système d'allocation familiale, un très bon système à Bruxelles, peut-être le meilleur de toutes les régions. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'enfants pauvres à Bruxelles. Donc il faut continuer à préparer le système pour l'avenir, et c'est-à-dire qu'il y a certains éléments pour certaines familles qui recevront toujours leurs allocations familiales normales, mais qui, avec une grande maison, on peut le dire comme ça, avec un seuil financier d'un certain niveau, n'auront plus une allocation familiale supplémentaire. Là, il faudra aussi prendre des décisions. Je pense que ces décisions restent justes parce qu'on ne met pas sous pression le système en tant que tel. Et je demande à l'opposition, PTB, MR, de répondre à un mot. C'est juste, c'est pas juste. Vous nous dites non, Françoise de Smet, c'est pas juste ce nouveau système d'allocation. On ne trouve pas ça juste. Donc les allocations familiales, pour nous, il n'est pas question d'y toucher. Okay. David Leister, il nous reste 2 minutes dans le débat. Un petit mot, parce qu'au lieu de nouveau de réfléchir à faire grossir le gâteau pour mieux le redistribuer, vous faites de nouveau le choix de retirer une partie du pouvoir d'achat en fait de certaines familles à Bruxelles pour pouvoir conserver un système, d'accord, mais vous allez de nouveau vous attaquer aux ménages bruxellois. David, et ça, on n'est pas d'accord. Cette réforme de l'attribution des suppléments d'allocation familiale, vous êtes aligné sur le PTB là-dessus? Moi, je pense que le gouvernement bruxellois a cherché à trouver un équilibre quelque part, et donc voilà, je ne veux pas tout descendre en flamme non plus. Je crois qu'il faut être constructif par un moment. Des communions d'idées qui n'étaient peut-être pas celles qu'on attendait. Mais derrière ça, ça prouve bien que le financement lui-même des allocations familiales risque un jour d'être mis en danger. Parce que justement, soit on n'a pas cherché à créer la classe moyenne, soit on n'a pas cherché des sources de financement différentes, soit on n'a pas cherché à recréer du PIB à Bruxelles. Donc on le voit, la clé elle est là. Et si même les allocations familiales sont mises en danger, c'est vous dire à quel point on est face au mur. Il nous reste 2 minutes et je vais vous demander de conclure en me disant simplement quelle est la priorité en matière de finances pour la région bruxelloise. Allez, d'ici la fin de la législature et pour le début de la suivante. Jingle. En 20 secondes, Françoise de Smet, pour le PTB, c'est quoi la priorité en matière de finances à Bruxelles pour la fin de la législature et la première année de la suivante? Comme je l'ai dit, il faut des ruptures avec les politiques traditionnelles qui sont menées et on a les moyens à Bruxelles de rompre avec ces politiques. Et on doit changer. On peut mettre des impôts plus progressifs, que ce soit au niveau du précompte immobilier, des droits d'enregistrement, etc. On peut mettre en place des mesures qui ne coûtent rien à la région pour donner de l'oxygène aux ménages. On peut faire tout ça et c'est vers là qu'on doit aller. Même question, David Leister, en 20 secondes. La priorité pour la région? Il faut rationaliser le mammouth qui est devenu Bruxelles. Je pense qu'il y a eu de multiples constructions publiques qui ont été développées au cours des 10 dernières années. C'est devenu impayable. Et donc, il faut voir comment on peut faire pour que ça soit tout aussi efficace, mais moins cher. Marie-Jean Geisels, la priorité?
Poursuivre la politique en matière d'investissement dans le logement. Ça va, très bien. Pour moi, c'est très clair. Et si vous voulez que je rajoute, étendre vers la gratuité de la STIP. On a déjà fait un pas et c'est le Parti socialiste qui s'est battu pour ça. On n'a pas été assez loin, mais on va continuer. Les prix vont augmenter. Non, pas les tarifs spéciaux. Pas les tarifs spéciaux, oui, mais vous allez compenser en augmentant le tarif des autres. Quand il aura été construit. Sven Gatz, en 20 secondes, la priorité pour la fin de la législature. Et là, ne parlez pas du gouvernement, dites-moi pour vous, vraiment personnellement. À court terme, garder le budget sous contrôle avec le plafond de dette et avec les efforts. Il y a un vrai risque qu'on dérape. Il y a toujours un risque, mais le risque est très minime. Mais il faut continuer avec les décisions qu'on a prises il y a quelques semaines. Et à moyen terme, le gouvernement devra faire, comme chaque gouvernement, des choix sur ses priorités. Ce sera encore plus dur la législature prochaine que celle-ci. On ne pourra plus faire tout en même temps. Ça, ce sera impossible. Merci à tous les cadres d'être venus. On a essayé d'être pédagogues sur des questions qui sont techniques, mais importantes et concrètes. Vous l'avez vu, les allocations, le budget que vous payez pour vos abonnements. On reparlera de tout ça sur BX1, mais ce sera une autre fois la semaine prochaine. Autre thème et de nouveau beaucoup de questions.